Ici Jean-Dominique Leduc et Marc Tessier. Bienvenue à Entre deux cases, édition Angoulême 2025. Avec cette série de balados spéciales, nous vous proposons, Marc et moi, des entrevues avec différentes participantes et différents participants de la délégation québécoise, réalisées sur place, comme si vous y étiez. Rémi Simard, salut. Allô. Alors, très heureux d'avoir l'opportunité d'avoir un brin de jasette avec toi au micro. Je tiens à dire que Marc est absent pour des considérations professionnelles, donc cet épisode sera piloté seul par Bibi. C'est ce qu'on dit. Hein? Oui, c'est ce qu'on dit. Il y a une rumeur. Oui. Alors, Rémi, je tenais à te parler parce que, sans vouloir tomber dans l'âgisme, il y a quand même quelque chose d'exceptionnel dans ton cas, c'est que non seulement tu es le doyen de l'actuelle délégation québécoise à Angoulême en 2025, ouais, tu es l'auteur doyen, pas en âge, mais en expérience. Ah, OK. Ouais, voilà. OK. Ouais. Ce qui est formidable, c'est que tu étais de la première délégation québécoise à Angoulême en 1985. Oui. Alors, c'est intéressant, à 40 ans qui séparent ta première visite de ton actuelle visite. En 1985, jeune auteur, tu as publié un premier album, Réglisse. Réglisse aux éditions Ovale. Oui. Exactement. Oui. Donc, avec le texte de François Benoît. Oui, voilà. Donc, à cette époque, tu as la vie devant toi. Tu viens de collaborer au magazine. Ça, je ne savais pas. Oui, mais on ne le sait jamais, ça. Oui, non, c'est ça. Oui. Et c'est lorsqu'on atteint un certain âge honorable qu'on se rend compte, en fait. Oui, qu'on aurait pu en profiter. Oui, du gâchis. Mais bon, c'est pas un balado philosophique. Non. Et donc, à l'époque, tu viens de terminer une série dans les pages du magazine Titanic. Oui. Une série qui s'intitulait Zaza d'abord. Un polar qui s'adressait à un lectorat adulte quand même. C'est un magazine, adulte, Titanic. Oui. Et donc, 1985, l'équipe de Crow y est pour beaucoup dans cette délégation québécoise-là. Je pense que c'est à peu près la moitié de la délégation. Ah, c'est plus que ça. Plus que ça? Ah oui, c'est 80% de la délégation. Okay. De la délégation, c'était des collaborateurs et collaboratrices de Crow. OK. Ouais. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si Safarir existait. Non, Safarir est arrivé en 1987. OK. Ouais. Donc, c'est vraiment ce groupe-là. Là. Et donc, le but du voyage en 1985, c'était d'avoir une première prise de contact avec le milieu européen. Oui. Est-ce que tu te souviens de comment toi tu as vécu cette expérience-là? Qu'est-ce que ça représentait pour le jeune Rémi Simard d'aller au royaume de la bande dessinée? Hein? Parce qu'à l'époque... Oui. C'était un événement soi-disant remarquable, mais pour moi, ça a été la découverte d'auteurs québécois que je ne connaissais pas. C'est drôle à dire, hein? On s'est rapprochés. Ce voyage-là a fait en sorte que ça a créé des gangs, ça a créé des relations qu'on n'avait pas entre nous, finalement. Fait que ma relation avec Pierre Pratt, Claude Cloutier, Caroline Mérola, c'est là que ça s'est établi, là, vraiment. Là. Alors, ça, c'est la première chose. C'est un voyage, ça a pris un voyage. T'sais. Puis la deuxième chose, c'est sûr que c'est un rêve de rencontrer des gens C'était nos idoles, là. Oui, parce qu'il faut le dire, vous avez quand même passé, entre autres, une soirée chez Jean-Claude Mézières qui vous avait invité, où il y avait des grands noms de la bande dessinée franco-belge. J'étais pas là. T'étais pas là, Rémi. Où étais-tu? Je devais être dans un café quelconque, en train de niaiser avec les 4 ou 5 chums. Alors, quand on parlait de gaspillage, plutôt... Exactement! Voilà. J'ai pas profité de ça. C'est ça. Parce que c'est drôle que tu dises ça, parce que je t'ai cherché sur les photos. Dans les archives de Pierre Fournier, bon, évidemment, j'ai fouillé beaucoup, et je suis tombé sur des diapositives. Oui. Ça, pour les plus jeunes auditeurs et auditrices, là, c'est des... comment on pourrait dire? C'est de la pellicule insérée dans des petits carrés qu'on glissait dans une machine qu'on projetait. C'était analogue, mais... bon, alors bref... bien avant Internet et les téléphones intelligents. Et donc, c'est ça, je t'ai cherché sur les photos et je te trouvais pas. Non. OK. Donc, c'est pas normal, parce que... J'étais pas là. Parfait.
Parce que Pierre et c'est surtout Pierre et Jacques Urtubise qui ont pris les photos. Oui. Et là, je me disais, est-ce qu'il y avait eu un froid avec Rémi? Et que c'est pour ça qu'il n'est pas... peut-être, Mais peut-être. Non. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Parce qu'à cette époque-là, il faut dire aussi qu'on était logé dans une école, dans une espèce de dortoir. Oh mon Dieu. Oui, tout le monde était tout le monde était dans la même salle, séparés, chacun avait son lit, séparé par des rideaux. Alors, c'était très collégial, là, si tu veux. Là, tu sais, là, ça fait que c'est comme si on sortait de l'école, puis on avait un voyage organisé. Là, tu sais. Fait que dans un milieu qu'on adorait en plus. Fait que, donc, on a fait pas mal de off Angoulême. Puis, les activités organisées, on y allait pas tant que ça, finalement. Là. En tout cas, moi, personnellement, c'est ça. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'à l'époque, en 85, vous aviez pratiquement pas d'album physique avec vous au kiosque. Non, pour très signer. peu, très peu. Et quand on regarde les photos, on voit les artistes dessinés dans les livres d'or des festivaliers ou littéralement sur des feuilles blanches. Là. Oui. Donc, en plus, c'est un peu regrettable. Premier voyage, première délégation québécoise et pas d'album. Oui, c'était un peu regrettable, ça, tu as raison. Moi, j'en avais, au moins, c'est déjà ça. Mais sinon, non, il n'y en avait pas beaucoup, finalement. Là. Il n'y avait rien. Puis, tu sais, les gens, c'était vraiment un premier contact pour nous. Là, parce que par rapport aux Français puis de notre production, on n'avait rien entre les mains pour leur montrer, là, vraiment, là, à part des revues puis des projets. Là. Mais écoute, ils nous avaient aussi organisé des animations dans les bibliothèques puis dans les écoles. Fait que nous autres, je me souviens très bien, moi et Pierre Pratt, on a été dans une bibliothèque, dans une rencontre scolaire. Personne ne nous connaissait. Personne ne savait ce qu'on faisait. Fait qu'ils nous demandaient des dessins. Moi, j'essayais de faire des read-lists. Ouais, mais personne ne connaissait ça. Fait qu'à un moment donné, il y a un petit gars qui arrive, puis je fais mon read-list. Puis il dit « Ah, ton copain, là, il dessine pas mal mieux des Lucky Luke que ça. » Ah, parce que Pierre, lui, dessinait des Lucky Luke. Fait que là, on s'est mis à dessiner des Lucky Luke. Et c'est drôle parce que Pierre Pratt et toi, vous avez deux univers graphiques, mais complètement différents. Oui. D'ailleurs, Pierre est installé en Europe depuis longtemps. Il est à Lisbonne. Oui, il est à Lisbonne. Oui. Et donc, à cette époque-là, le jeune Rémi Simard que tu étais, là, au retour de cette délégation-là, est-ce que tu es revenu galvanisé? Oui, parce que c'est des voyages qui marquent. Même si tu participes pas trop aux activités et tout, tu es quand même marqué par rapport à la production. Tu rencontres quand même des gens qui... nous autres, on adorait Fmur à l'époque. Là. Il était là. Fait que Sestac était là. Fait que il y avait du bon monde là, quand même. Là. Fait que ça nous a comme... je trouve pas les bons mots, finalement, pour dire comment t'en sors de là. Mais transformé, en tout cas, il s'est passé quelque chose. Oui. Très transformé et motivé. Puis après ça, on avait eu une semaine à Paris, puis il y en a qui avaient préparé des choses à montrer aux éditeurs. Fait qu'on a fait la petite tournée, puis ça avait bien marché là, quand même. Là, Est-ce que ce voyage-là a eu un quelconque impact dans ton désir quelques années plus tard de piloter une structure éditoriale, Kamikaze? Kamikaze, oui. Qui a publié Mérola, oui. Cloutier. Donc cette gang-là. Oui, cette gang-là. Oui. Kamikaze est arrivé finalement par défaut. C'est-à-dire qu'au Québec, il y avait un vide au niveau de l'édition. Là. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Crow a quand même pris l'avant-scène. Oui. Oui, voilà. Oui. Mais au niveau album, il n'en faisait pas.
il y avait, à un moment donné, ils ont commencé à en faire. Ils en ont fait au début des années 80, les Michel Risse, les Gaboury, tout ça. Oui. Et ils sont revenus à la fin des années 80 avec Red Ketchup. Oui. Et par la suite, Jean-Paul Hyde, etc. Mais il y a eu comme un gap de 2-3 ans, là. Fait qu'à un moment donné, j'ai présenté un projet à Pierre Huet, puis à Jacques Turbise, puis ils ont dit « Ah, c'est le fun. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, viens nous voir. » C'est un peu bizarre comme réponse. Fait que j'ai dit oui, il y a peut-être quelqu'un d'intéressé. Puis là, c'est moi qui le fais. Alors, puis aussi, j'étais à l'étape où je faisais beaucoup d'illustrations, j'écrivais, je faisais de la BD, mais toute la poutine de production, je connaissais pas ça. Puis j'étais un gars curieux. Fait que je me suis dit, est-ce que je veux retourner à l'école pour savoir ça, ou je le fais moi-même, la poutine, les mains dans la pâte. Alors, je me suis lancé. Puis, ben là, c'est là que j'ai connu... j'ai fait mes premières explorations, si tu veux, au niveau de l'édition. Là. Et tu as publié, tu avais vraiment un beau catalogue. Jean Lacombe, ses premiers albums ont été publiés sous ta gouverne. Oui. Rétrospectivement, quand on regarde l'aventure Kamikaze, moi je me souviens à l'époque, je les achetais les albums. Là. Moi j'étais un lecteur avide. Là. Et j'en conserve un excellent souvenir parce que c'était un catalogue conséquent, c'était un beau catalogue. Oui. Et c'était aussi toute une génération de mis en valeur. Oui, tout à fait. Oui. Mais ce que je trouve dommage, tu sais, avec le temps, là, c'est que ça s'est perdu un peu, ça. Moi, je pense que c'est l'affaire que j'ai été le plus fier dans ma dite carrière, là. C'est ma petite, justement, contribution à l'édition. Puis quand on parle de l'histoire du Québec de l'édition, on n'en parle pas beaucoup. Parce que c'est vrai que la période a été courte, mais je pense que ça a été une période où ça a permis, tu vois, pendant Kamikaze, la pastèque a émergé. Ah, bien, totalement. D'ailleurs, la pastèque a repris à son catalogue Claude Cloutier, donc La légende des Jean-Guy, Gilles Lajungle. C'est ça, oui. Donc, non, ça a eu une grande importance. Oui. Puis tu vois, moi, au point de vue éditorial, avec la pastèque qui émergeait, ben je me suis mis... j'ai retiré mes pénates, si tu veux, là. Ouais. Tranquillement, pas vite, en me disant, ben là, c'est vraiment c'est des vrais éditeurs. Parce que je voyais là, ce qu'ils voulaient faire et tout. Ouais. Puis moi, j'ai été racheté par Boréal. Oui, tout à fait. OK? Puis Boréal, ben, ça a été super chouette. Ils nous ont aidés beaucoup. Mais l'avenir était dans l'exportation, si tu veux. Ouais. Là, fait que essayer de trouver des nouveaux horizons parce que le territoire québécois est quand même restreint. Alors, la pastèque avait justement ça, les ambitions de pouvoir... oui, puis d'ouvrir. Hein? Dès le départ, les éditeurs de la pastèque ont intégré au catalogue des artistes étrangers et avaient aussi la volonté d'exporter les auteurs locaux. Exact. Et ça, c'était assez novateur. Crow a tenté le coup une décennie avant avec Red Ketchup pour le partenariat avec Dargaud. Oui. Partenariat très, très opaque. Oui. On n'a jamais su vraiment le nombre de ventes. C'était un fiasco total. Oui, c'est ça. Oui, disons-le, là, oui. Mais on n'en connaît pas les détails. Non, on ne connaît pas les détails du contrat et tout ça, puis... Et là, moi, je tiens à te remercier, parce que tu as publié des albums de Caroline Mérola. Oui. Je ne sais pas si Caroline va écouter cet épisode. Et si oui, elle va trouver que je radote. Mais moi, je rêve d'un retour de Caroline Mérola et j'aimerais tellement... Ça serait bon, Et je sais que la pastèque ont travaillé fort pour essayer de la séduire puis de dire on va prendre tes albums, mais elle est ailleurs, Caroline. Oui. Elle fait des albums jeunesse formidables. Oui. Mais comme lecteur, j'ai l'impression qu'on passe à côté d'une autrice majeure. Oui. Ah oui, c'est très dommage. Mais c'est un peu de ma faute. Pourquoi? Ben, c'est moi qui l'ai encouragé à écrire des livres jeunesse. Je m'en excuse. Rémi. Rémi. Que deuxième voulez-vous? Gâchis évoqué. Non, parce que... Il y en a beaucoup, hein? mais Ma Météore bleue, c'est un album formidable. Oui. Vraiment, Rémi, bravo. Et je trouve ça regrettable que des gens qui se penchent sur l'histoire de la bande dessinée au Québec ne mettent pas autant de l'avant cette structure éditoriale-là, parce que oui, elle a servi de pivot
pour les gars de la Pastèque, entre Oui. autres choses. Puis bon, ben, dans le sillon de la Pastèque, Mécanique Générale s'est formé Oui. 3 ans plus tard, et on sait la suite. Durant Oui. les années 2000, multiplicité de structures éditoriales, et etc., etc. Mais donc, tu as largement contribué à ça, et donc, merci beaucoup et félicitations, parce que c'est un super catalogue, Kamikaze. Ben, merci. Et là, Rémi, Oui. tu es de la présente délégation. On attend les 40 pots. ans plus tard. Là. Les pots. Allez, les pots. Ah non, non, les pots, ça... Non, non. Ah, il n'y en a pas? Non, ben oui, mais à la OK, fin. à la fin, On OK. garde toujours le meilleur à la fin. OK, C'est pour ben ça que oui. le dessert, on le mange à la fin, Rémi. Ah, c'est vrai. Alors, de ton œil de doyen, là, Oui. le fait d'être à Angoulême en 2025, quelle sensation ça te fait? Oh là là. Parce que les choses ont vraiment beaucoup évolué, là. Je te voyais tantôt en dédicace avec Julien Paré-Sorel. Oui. Et vous discutiez. Et pour moi, j'ai trouvé que c'était beau parce que c'est 2 générations Oui, oui, tout à fait. qui sont collègues à la même table et qui Ouais. discutent. Et pour moi, ça, c'est le témoignage du passage, du Ouais. temps. Ouais. Oui, 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 oui. Mais ça, ces petites rencontres-là, c'est le fun. Tu sais, là, pour ça, le festival, c'est vraiment bien, là. Tu sais, pour des rencontres improvisées, là. Parce que, tu sais... mais sinon, écoute, avec mon âge avancé, je trouve ça bien de revenir après. La dernière fois que j'étais venu, c'est il y a 10 ans, là, à peu près, là. Ah oui, quand même. Donc, les choses ont changé. Les choses ont changé, c'est ça. Ils ont changé, mais pas tant que ça, finalement, parce que les exposants, physiquement, ça a changé, là, les lieux et tout, là. Mais les exposants, ça n'a pas vraiment... tu sais, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, mais dans le fond, ça reste toujours pareil. Tu sais, un festival, c'est un festival, il y a des expositions, il y a des... Il y a des scandales aussi. Il y a des scandales, il y a des kiosques Ouais. d'éditeurs, Ouais. il y a des auteurs, et c'est le fun de se retrouver, de se revoir. Mais ça n'a pas le même effet que si tu y allais pour la première fois. T'sais, Oui, c'est sûr que la magie opère différemment. la magie opère différemment, mais je suis content d'être ici après 10 ans. Là, Et puis, pourquoi revenir à Angoulême? Pourquoi Rémi Simard revient-il? justement pour faire un point, pour voir où c'est rendu, voir la production, pour voir où je me situe par rapport à tout ça aussi, si je me sens à l'aise, si je me sens à ma place, tu sais, ce genre de trucs-là. Là. Donc, d'une certaine mesure, c'est une manière de juger de ta place dans cette espèce d'écosystème-là. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et toi qui as essentiellement œuvré du côté de la production jeunesse, Oui, justement, là, quand tu regardes la nouvelle génération qui arrive, là, oui, qu'est-ce que ça te fait? Parce que, bon, je veux dire, quand je parlais de doyen tantôt, quand on pense à la bande dessinée jeunesse au Québec, je veux dire, Rémi Simard, c'est un nom qui vient en tête instantanément. OK, oui. Alors, de voir ces nouvelles générations-là arriver, proposer des séries, tu sais, on parle de Julien Paré-Sorel ou d'Alexa avec la Jean-Jean, qui Oui. sont vraiment des véritables Oui, succès, là. oui, c'est très fort, là. Ou, Oui. ou le facteur de l'espace avec Oui. de Guillaume Perrault. Perrault. Oui, oui, oui. Si on fait la comparaison avec, à l'époque, ou à la fin des années 80, début 90, où tu faisais déjà une production jeunesse, il y a quand même un monde, là. Il y a tout à fait un monde. Et nous autres, on n'avait pas le talent qu'ils avaient. Parce que... Non, mais c'est vrai. Tu sais, à un moment donné, quand tu commences, nous autres, on a commencé très tôt, finalement, là où tout commençait. Oui, mais là, attends. Hey. Moi, je suis pas d'accord, là. Je veux dire, je comprends que des œuvres de jeunesse, pour un artiste, de les revisiter, il y a un peu de souffrance. OK? Oui, oui. Je comprends. Objectivement, moi, je ne suis pas dans cette souffrance-là. OK. Et moi, déjà, le premier album de Réglisse, on le regarde aujourd'hui, puis on fait « Ah oui! » Ah oui, ben là, il est là le talent. C'est clair que oui, ça, ouais. c'est un talent qui va se développer. Oui. S'il a l'opportunité de se développer, il va durer. Oui. Pour moi, c'est clair. Ah oui, OK. Oui. Puis c'est pas parce que t'es tu vois, là. Moi, c'était pas clair du tout, du tout. Ben non, c'est ça. Ben oui, mais... Si j'avais su.
Bon, ben alors, je trouverai une machine à voyager dans le temps, oui. j'irai voir le petit Rémi Simard. Oui, exactement, c'est ça. Mais alors, quand tu dis on n'avait pas le talent... Bien, on n'avait pas le talent. C'est qu'on a travaillé... Pour arriver maintenant, pour publier maintenant, il faut vraiment être top. Tu sais, là, avoir vraiment une certaine possession de son art. Oui, parce que l'écosystème a changé. Ça a changé. Ça s'est professionnalisé beaucoup au Québec. Tandis que nous autres, on a appris en publiant. Tu peux plus faire ça. Ah non, mais ça, toute l'époque de Crow, c'était ça, là. Ben oui, exactement. Parce que mensuellement, les auteurs livraient leurs planches puis apprenaient à faire leur métier. Oui, exact. Quand on regarde le tandem Godbout-Fournier, là, dans Michel Risque, on voit, et puis beaucoup aussi au niveau du dessin de réal, on voit une progression fulgurante. Oui. Jean Pauley, même chose. Ses premiers Jérôme Bigra, et 1 an plus tard. Oui. C'est phénoménal. Oui, voilà. Oui. Mais c'est ça. Mais on publiait justement nos essais, tu comprends? T'sais, nos débuts. Oui, mais c'est votre école. Oui, c'était notre école. Et c'est confrontant quand même. Oui. C'est confrontant quand même d'apprendre à faire son métier sous le regard du public. Oui. Parce que maintenant, les jeunes, quand ils arrivent pour publier, ben, ils présentent, ils font un pitch à un éditeur, puis si l'éditeur dit non, c'est terminé. C'est fini. Oui. Alors que vous avez pris le chemin inverse. Vous avez produit, vous avez diffusé, puis par la suite, les albums sont arrivés. Oui, en fait, c'est beaucoup plus le modèle franco-belge avec Spirou, Tintin, ces périodiques-là où on publiait en feuilleton les séries. Oui, on a connu ça. T'as raison. C'est ça. Exactement. Oui. Mais c'est une belle manière, moi, je trouve. Oui, tout à fait. Sauf qu'aujourd'hui, ça serait impensable, effectivement. Non, c'est ça. Oui. Et donc, là, Rémi, bon... Mais je te dirais que maintenant, par rapport aux auteurs, illustrateurs et tout ça, tu sais, il y a énormément de monde. Mais je trouve que ce que je déplore, c'est qu'on n'a pas vraiment encore de gens de fond, là. Tu sais, là... Vraiment, là, ça commence, tu sais, là, vraiment, il y a des créateurs comme Quentin, là, tu sais, là, tu sais, là, c'est vraiment, là, tu sais, lui, là, tu sais, c'est profond, là, tu sais. Oui, bien, évidemment, il faut laisser le temps de développer. Mais, effectivement, il y a des autrices et des auteurs, et Samuel Quentin, c'est un bon exemple. Dès son deuxième album, avec Ville et Misérable, moi, je vais me souvenir toute ma vie de ma première lecture de cet album-là. Okay. Et moi, je suis un lecteur professionnel. Là. Je passe ma vie à lire de la bande dessinée. Et quand j'ai terminé ma première lecture de Ville et Misérable, je me suis dit, mais que vient-il de se passer? Qu'est-ce que j'ai lu? Et tout de suite, je l'ai relu. Ah oui? Ça, c'est... il m'est arrivé la même chose, par exemple, quand j'ai vu au cinéma Excentris, à l'époque à Montréal, The Big Lebowski, des frères Coen. On était 5 dans la salle. Le film s'est terminé et on est resté dans la salle pour voir la deuxième. Pour dire que vient-il de se passer sous nos yeux. Alors, effectivement, il y a des créateurs, il y a des artistes qui arrivent avec une voix forte. Oui. Et c'est ça, d'où la difficulté de la courbe d'apprentissage. Parce que le milieu est ainsi fait que aujourd'hui, si vous n'êtes pas fort, Non, c'est ça. Puis, ça suffit pas d'être graphiquement fort. Ah ben non. En fait, il faut savoir raconter. Il faut savoir raconter. Voilà. C'est ça. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde. Non. C'est ça. Non. C'est ça. Non. Et bon, il y a 2 écritures au final. Il y a l'écriture graphique et après, il y a le texte. Oui. Mais c'est l'ensemble des deux. Oui, voilà. Oui. Et là, toi, Rémi, tu es productif. Je me perds. Non, tu ne te perds pas du tout. Oui. Mais tu es tellement productif. C'est fou le nombre de romans jeunesse illustrés, de séries de bandes dessinées que tu fais. Ta plus récente série aux éditions de La Pastèque, Reine Babette. Je veux dire, comment ne pas succomber? Je veux dire, c'est tellement charmant, c'est tellement drôle, c'est bon, c'est savoureux. Où trouves-tu cette énergie-là, après plus de 40 ans de métier, à encore proposer des mondes, des univers? Écoute, je ne sais pas où je trouve l'énergie, mais j'ai besoin de raconter. Tu sais, avant tout, avant d'être un créateur de BD, auteur de BD et tout ça, moi, je pense que je suis plus un conteur.
j'aime ça raconter des histoires. Puis c'est profond. C'est comme les peintres, si tu veux. Là. Un peintre, tu ne lui demanderas pas quand est-ce que tu vas arrêter de peindre. Il va continuer de peindre toute sa vie. Ben oui. C'est ça. Mais raconter des histoires, moi, je me vois pas arrêter de raconter des histoires. Puis jusqu'à maintenant, je raconte des histoires, puis ça a de l'air à marcher. Oh non, c'est pas juste là que ça fonctionne. Ben non, c'est ça. Puis c'est le fun. Il y en a qui embarquent et tout, puis... je suis content de ça, là, puis dire que quand est-ce que... C'est vrai, ça fait longtemps que je publie, j'en ai publié beaucoup, puis il y en a qui peuvent penser, quand est-ce qu'il va arrêter, il ne faut surtout pas que tu poses cette question-là. Non, c'est comme un vieux char, là, à un moment donné. Faut l'entretenir? Oui, il faut l'entretenir, si ça coûte cher. Ça coûte de plus en plus cher à entretenir chez eux. Oui, mais il y a un attachement, c'est pour ça qu'on l'entretient. Oui, mais j'ai peur de radoter, mais j'ai pas l'impression de radoter. Le jour que je vais radoter, je vais arrêter. Mais moi, je sens dans ton travail, oui, je te sens vraiment animé d'un désir de création, d'une pulsion de création. Oui. Mais comme on l'a aussi quand on est jeune enfant. Ouais. Quand on est jeune enfant et qu'on joue, on n'est pas en train d'analyser ce qu'on fait. On est dans le jeu pur, on est dans la création pure, on est dans l'imaginaire. Oui. Et moi, quand je lis un album de Rémi Simard, c'est toujours cette impression, je me dis, mais comment fait-il pour toujours rester connecté à ça? Parce que c'est l'impression que j'ai, moi, quand je te lis. Je le comprends pas. Puis les gens de mon entourage, je le comprends pas non plus. C'est drôle parce que tu me dis ça. Là, j'ai 2 petites filles. Je suis rendu grand-papa, tu sais. Ouais. Puis j'ai deux petites filles de 18 et 16 mois, là, autour de là, tu sais. Puis écoute, moi, je suis comme un poisson dans l'eau là, avec ces filles-là. Là, tu sais, là, je fais n'importe quoi avec. Ils embarquent, tu sais, le monde absurde, la façon de lire des livres avec les autres, là, tu sais. Mes belles-filles, mes fils ne me comprennent pas, parce que moi, quand je prends un livre, n'importe quel livre, là, je ne raconte jamais l'histoire. Je vais inventer quelque chose avec les illustrations qui existent déjà, puis je vais brasser le livre, je vais le jeter par-dessus bord. Je me fais... C'est du gros fun là, avec les autres, puis je pense que je suis à ce niveau-là. J'étais à 18 mois de... Mais c'est bien, donc, c'est donc que tu abordes le travail avec une énergie renouvelée, intacte. Oui. Avec un regard nouveau. En fait, c'est ça, un regard frais sur les choses. Quand on embarque dans Reine Babette, on est tout de suite propulsé dans un monde imaginaire. Puis en même temps, on est dans l'exaltation. On est dans le rire. Oui. Puis tu vois, c'est comme... Babette, c'est un exutoire. Là. C'est un des premiers que je fais vraiment ça. Tu sais, m'éclater pour vrai. Là. Les autres, ça a toujours été absurde, mais Reine Babette, c'est s'éclater. Puis de plus en plus, je m'en vais vers ça. Ben, c'est une excellente... Quitte à un moment donné faire un livre carrément dada. Là. Tu sais, là... Ah oui, hein? Oui. Si je fais un livre adulte, là, ça va être... Oui, bien d'ailleurs, et ça, je me pose toujours la question, parce que, bon, tu es très, 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 très productif au niveau jeunesse, et je me disais, quand Rémi Simard va-t-il revenir, et va-t-il un jour revenir à un récit qui s'adresse à un lectorat plus adulte? C'est parce que c'est tellement le fun de travailler pour les jeunes. Ben oui. Tout est ouvert, l'univers est ouvert, sont super joyeux. Je fais de temps en temps des écoles, puis c'est merveilleux, là, tu sais, là. Mais les adultes, j'ai toujours l'impression qu'il faut leur expliquer des choses. Tu sais, là, je pense qu'un adulte, il faut le prendre par la main. Tandis qu'un enfant, tu n'as pas besoin de le prendre par la main. Ben non, parce que ça revient à ce que je disais tantôt. L'enfant, il n'est pas dans le jugement. Non. Il est dans la réception. Oui. Il est là, c'est une éponge. Oui. Il accepte tout. Oui. Il part de ce qu'on lui donne. Oui. Alors que l'adulte cherche à comprendre. Oui. Évalue son niveau de confort par rapport aux choses. Non, c'est très difficile. Puis la BD adulte, humoristique, tu sais, ça n'existe plus ou quasiment pas.
Il y a eu une large d'art, là, les livres de fluide et tout, à l'époque. Là. Mais maintenant... il reste encore des Fab Caro, mais c'est rare. Oui. C'est très rare. Mais je pense que la bande dessinée humoristique a tellement été prédominante pendant longtemps. Oui. Que là, il y a un besoin d'explorer. Mais c'est le retour du balancier. On va y revenir. Oui. C'est sûr et certain qu'on va y revenir. Puis bon, au Québec, on a quand même quelques autrices-auteurs qui s'en donnent joyeusement. Alexandre Fontaine-Rousseau, scénariste chez Pau. C'est vrai. La Pitoune et la Poutine, on est vraiment dans le délire total. Oui. Mais c'est vrai que... on a tendance à être sérieux. Oui, il y a eu un désir. Puis je pense que la pastèque et Mécanique Générale aussi ont... Encore là, chez Mécanique Générale, il y avait Left-Hand qui faisait des bandes dessinées expérimentales, mais humoristiques. Oui. Bon, c'était de l'humour sombre et assez acidulé, dirons-nous. Oui. Mais c'est vrai que tout à coup, les artistes, les autrices, les auteurs ont eu envie de raconter autre chose dans d'autres tonalités. Oui. Beaucoup aussi de l'auto... de l'autofiction, de l'autobiographie. Oui. Et ça, c'est pas quelque chose, c'est pas un terreau qui t'intéresse beaucoup comme créateur. Comme créateur, Oui, il y a Jean-Paul Hyde qui me tente... Il te tente quoi, Jean-Paul? Non, il n'y a rien. Mais il tente le terrain. Okay, il tente le terrain. Oui. Mais non. Parce que ça pourrait... Pas ça pourrait. Ce serait assurément étonnant de te lire dans une toute autre tonalité. Peut-être. Est-ce que tu as vraiment des envies de ça? Parce que tu prends tellement ton pied à faire ce que tu fais. Oui, parce que c'est sûr que ça va déraper. Tu sais, je vais être à peu près sérieux 3-4 pages, puis après ça, là... Vas-y, dérape, Rémi. Oui. On va te suivre, hein? Oui, OK. Oui, mais ça sera plus ma vie, là. Oui, mais là, on peut tomber dans d'autres dimensions. Ça va être vrai 4 pages. Après, ça va être délirant pour le reste. Correct. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de lectrices et de lecteurs qui seraient prêts à te suivre. Ah, peut-être. Ouais. Ah ouais, t'as étudié. Écoute, Rémi, je te souhaite une bonne délégation québécoise. Merci bien. Bien rempli. Et félicitations pour tes plus de 40 ans de carrière. Merci encore. Et moi, je te souhaite la santé et je te souhaite aussi le bonheur de continuer. Ouais. Et je nous souhaite beaucoup d'autres tomes de Reine Babette aux éditions de La Pastèque. Merci à toi. Merci, Rémi. OK. Bye. Bye. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre notre couverture du Festival Angoulême édition 2025, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca/tribune au pluriel, /catégorie au pluriel, /Angoulême-2025. Certes, c'est long, mais ça vaut le coup.